Centre Dominique Perrault et on va parler de la place de l'architecture dans les infrastructures urbaines qu'on a laissé pour beaucoup de temps aux ingénieurs. Ici même, à Mexico, nous avons vu comme la dernière ligne de métro, qui a été un désastre, a été laissée entièrement aux ingénieurs. Et on voudrait connaître ton expérience à Paris et à Naples, avec cette liaison que tu as fait dans l'histoire et aussi dans la morphologie de la ville. Comme une opportunité comme ça, peut-être la solution, ou part de la solution urbaine. Alors, les deux projets de Naples et Paris, Villejuif, c'est-à-dire une des grandes stations de métro du Grand Paris, ont un point commun qui n'est pas un point qui intéresse les ingénieurs particulièrement, qui intéresse les architectes particulièrement, ou qui intéresse les politiques particulièrement, ou d'autres personnes. C'est un point commun qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire, comment peut-on faire vivre les stations de métro comme des lieux de vie urbains, c'est-à-dire comme un centre commercial, comme un ensemble culturel, comme une rue, comme une place. Donc ça, c'est une demande, ou une idée plus exactement, ou un concept qui va au-delà de l'architecture, au-delà de l'ingénierie, au-delà du politique. C'est une demande presque, je dirais citoyenne bien sûr, et presque humaniste. C'est-à-dire que ces lieux, qui sont des lieux souvent négatifs, qui sont sous terre. La relation avec la terre est une relation souvent de déni. Ce sont des lieux qui sont en général jamais éclairés, toujours à la lumière artificielle. Ce sont des lieux où l'odeur est particulière. Ce sont des lieux de douleur. On ne peut pas dire que lorsqu'on prend le métro, on rencontre des populations qui ont un sourire extraordinaire. Et donc l'idée, c'est de transformer ces lieux, qui sont des lieux absolument, comment dirais-je, urbains, puisque tout le monde les utilise, tout le monde les utilise. Ces lieux font vivre la ville et de les transformer pour qu'ils deviennent des lieux de vie, avec de la lumière naturelle, avec une ventilation naturelle, avec à tous les étages de la descente des fonctions, des usages, que le lieu d'échange soit un lieu d'échange, même s'il y a 50 mètres de profondeur, un lieu d'échange comme un lieu d'échange sur une place publique. C'est donc, il faut que l'on dépasse le puritanisme du mouvement moderne, qui ne voulait pas toucher le sol, considérant que le sol, c'est certainement psychanalytique, était quelque chose de sale, et que le progrès, l'hygiène, l'avenir était dans la superstructure de la ville. Eh bien moi je pense que cette dimension de superstructure, que le mouvement moderne a magnifiquement théorisée, moi je pense qu'il faut que l'on théorise, et je veux théoriser, le développement de la superstructure en infrastructure. C'est-à-dire que l'infrastructure soit, ni plus ni moins, finalement le prolongement de la superstructure. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'on n'a pas le sentiment de descendre profondément, on n'a pas le sentiment, parce qu'on descend par des pentes douces, ou bien on descend par des escaliers, comme à Montmartre à Paris, par exemple. Ou bien on va ne pas savoir que ne pas s'apercevoir et ne pas savoir finalement que l'on est en sous-sol parce qu'on a de la lumière naturelle. On va également se déplacer simplement et donc on va utiliser finalement une épaisseur peut-être autour d'une dizaine de mètres d'auteur, très facile, très confortable, isotherme, résiliente. Le développement durable est tout à fait efficace dans ce type d'espace.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va surélever toutes nos villes de 3, de 4, de 5 étages. Mais pas au-dessus, mais en dessous. Et donc, des fonctions qui se trouvaient dans la superstructure de la ville vont se retrouver dans l'infrastructure de la ville. Et on va, évidemment, habiter dans la superstructure. Il ne s'agit pas d'habiter sous terre. Il s'agit de faire vivre l'épaisseur, l'épiderme de la ville comme un lieu de vie contemporain, et ça sera l'identité de la métropole future. Quand tu parles de cette gare, tu parles comme de la place, comme de l'espace public historique, où on peut échanger beaucoup de relations, de commerce, tout ça. Mais aussi, c'est cette nouvelle centralité, et on peut parler de redensification de la ville parce qu'on a beaucoup d'opportunités d'avoir plus de bâtiments. Est-ce qu'on peut parler de cette structure de points, de connecteurs, comme les nouveaux pôles de développement de la ville contemporaine? Moi, je parlerais densification. Oui, si on fait un tableau Excel avec le calcul des mètres carrés, oui, il y a plus de mètres carrés. Mais moi, je parlerais plutôt d'intensification. C'est-à-dire qu'on est bien dans la mise en place d'un réseau. Ces gares sont des points du réseau. Et ce qui est aussi important, c'est pas seulement la gare, c'est l'ensemble du système de racines qui vont partir de la gare à tous les niveaux et qui vont aller, pour les uns, s'ouvrir sur un jardin, pour les autres, créer des espaces pour les étudiants, pour qu'ils puissent travailler dans cette proximité avec les transports en commun, apporter, comme on le disait tout à l'heure, par exemple des services comme bibliothèque, hôpital de jour, garderie, etc. On va ensuite avoir des connexions avec le dessous des immeubles qui se trouvent autour de la gare, qui ne vont pas être isolés, mais plutôt connectés à cette gare. Donc on est là devant un système qui est exactement dans le même esprit que le système du 19e siècle, c'est-à-dire un tissu. Mais cette fois-ci, le tissu est une autre couche qui fonctionne avec le tissu existant, mais qui lui donne cette épaisseur et donc une intensité. Bon, et pour finir, je voudrais parler un petit peu de la grande bibliothèque que tu as fait il y a 20 ans. Exactement. Mais quand il l'avait fait, c'était peut-être les uniques bâtiments dans ce lieu, et j'étais récemment, et c'est une nouvelle centralité tout ça, c'est un nouvel quartier. C'était la bibliothèque qui avait donné tout ça. Exactement. Nous allons fêter à la fin du mois de mars, donc le 30 mars, les 20 ans, qui vont célébrer l'inauguration de la bibliothèque par François Mitterrand. Donc 20 ans plus tard, le concept que j'avais proposé, qui était un concept qu'on pourrait qualifier d'absurde, c'est-à-dire de créer un vide au milieu d'un brownfield, au milieu d'une friche industrielle, un vide au milieu d'un vide. Eh bien ce vide a été créé parce que 200 000 mètres carrés sont enterrés, incrustés dans le sol autour d'un grand jardin. Et ce vide, cette absence finalement d'architecture, a permis au quartier au pluriel, vers le nord, vers le sud, etc., de se développer et de donner toute l'intensité, la diversité à ce quartier. Et la bibliothèque apparaît aujourd'hui comme la racine, l'acte fondateur du quartier, du nouveau quartier, de ce nouveau quartier de Paris, et pourtant, c'est un vide, en apparence. Bon, je crois avec des exemples très intéressants de comme avec l'architecture, on peut intensifier
la vie dans la ville, je crois qu'on peut finir. Merci beaucoup. Merci, Michael.